On se retrouve aujourd'hui pour parler de mon bilan du mois de juin, donc je suis assez contente parce que mine de rien, c'était un mois avec de super bonnes lectures, donc j'ai lu pas mal de romances, vous verrez, et puis pas mal de romans de fantasy, j'ai avancé dans certaines séries, etc. J'en ai fini une, donc c'était plutôt un bon mois, donc je vous présente ça tout de suite. Pour faire le petit bilan déjà de ce que je vous avais présenté du coup en termes de PAL, c'est plus ou moins catastrophique on va dire. En vrai je n'ai lu que un livre sur les 10, j'en ai DNF 1, et j'en ai à peu près 3 en cours je crois, attendez je recompte, 1, 2, 3, 4 en cours même, donc en fait en soi, ça fait quand même 6 livres sur 10 qui sont entamés, on va dire. Mais voilà, je suis pas du tout parvenue à garder le cap sur ma liste, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude. J'espère que vous entendrez pas trop les petits bruits des oiseaux, etc. et tout, mais là j'ai ouvert la fenêtre en grand parce qu'il fait enfin un minimum d'air frais, donc je tiens à en profiter. Donc voilà, donc comme d'habitude, je vous fais le résumé du coup de mes lectures en fonction d'ordre chronologique, on va dire, du mois. Et comme ça, je vous montre un petit peu ce qu'il en est. C'est parti. J'ai donc commencé mon mois, alors je vais vous parler tout de suite de mon DNF. Donc du coup, mon DNF c'est le classique du mois, donc c'est pour ça que je vous disais du coup dans ma dernière palle que les classiques ces temps-ci, ça ne se passe pas hyper bien. En effet, j'ai commencé en audio Harlem Quartet de James Baldwin, qui était un livre qui me faisait très envie. Excusez-moi, les oiseaux sont on fire ce matin, alors je sais pas si c'est pareil aussi, ils sont là genre hey, il fait frais, c'est trop cool, mais donc du coup ils font un bruit de ouf. Donc j'ai commencé Harlem Quartet, donc je l'ai pris en audio finalement sur Nextory et ça ne s'est pas du tout bien passé, pour la simple et bonne raison que j'ai pas du tout accroché au style d'écriture de l'auteur. Je pense que le livre peut être poignant hyper bien et ça peut être une très belle pièce de littérature et ça je ne remets pas du tout en question ce sujet-là. Mais vraiment moi ça l'a pas fait du tout, c'était un style qui était hyper brut, hyper sec, hyper... vous voyez, c'était beaucoup de phrases très courtes, etc. Et j'ai pas accroché. Donc du coup, j'ai arrêté ma lecture. C'est un peu dommage parce que ces temps-ci, entre le livre du coup de Maya Angelou, que j'ai pas réussi à vraiment à lire parce que j'ai pas réussi à me convaincre un peu de me mettre dedans, et celui-ci, je suis un petit peu déçue. J'espère vraiment que 100 ans de solitude, ça se passera mieux le mois prochain. On verra bien. Ensuite, j'ai lu, parce que bon, je voulais écarter le DNF, comme ça on n'en parle plus, j'ai lu Le Trône de cendre de Chloé Sepeña-Aranda, qui est donc le tome 3 dans la série Les Héritiers d'Ungardia, qui est quand même une sacrée pavasse, hein, on va pas se mentir. J'ai trouvé quoi? J'ai trouvé que... Bon, vous savez, c'est une série qui est pas mal critiquée, puis... Ouh, je vais vous montrer aussi comme ça chanlit. C'est pas mal critiqué parce que ça ressemble énormément à un mix entre ACOTAR et Throne of Glass. Et c'est vrai, enfin, on va pas se mentir. Je trouve que c'est pas forcément vrai sur l'intrigue, mais sur la construction des personnages, quand même. Je trouve que on a un personnage dedans qui s'appelle Raylan, qui est quand même plus ou moins Rowan en fait, hein, dans Throne of Glass. On a un personnage qui ressemble fortement dans son attitude à Manon. Donc voilà, c'est quand même... Puis on a quelques petites, on va dire, histoires d'amour et tout qui ressemblent aussi grosso modo à ce qu'on a pu voir dans Throne of Glass et ACOTAR. Bon, après... Moi maintenant, j'ai décidé que j'en faisais pas état, parce qu'en fait, je trouve qu'il y a aussi plein de très bonnes choses dans ce livre-là qui lui sont propres, et donc du coup, j'ai envie de continuer cette série. Donc au moins, ça m'aura permis de prendre cette décision-là. J'aime beaucoup du coup, il y a un nouveau couple du coup qui est introduit, qui est donc Zayana et Maverick, donc Zayana étant l'espèce de Manon là, qui est un couple qui est hyper intéressant et on sent qu'il y a plein de choses qui se passent dans leurs histoires personnelles et dans leurs motivations qui sont pas très claires et tout. C'est assez shady, mais ils sont très cool et c'était chouette aussi d'introduire voilà, un petit peu de nouveaux personnages parce que c'est vrai que sur le tome 1 et 2 on suivait plus ou moins les mêmes. Là on a un petit peu plus de personnages et du coup de nouvelles intrigues en fait qui vont venir se tisser, donc c'est vraiment pas mal. Après, moi je trouve que c'est des livres qui sont assez longs, c'est vrai que c'est souvent un livre où sur la première moitié on va être beaucoup sur le développement des personnages, leurs histoires personnelles, etc. et tout, ça va s'inscrire, et puis sur la deuxième moitié il se passe 12 milliards de trucs. Mais ça me dérange pas tellement en fait, parce que vraiment je trouve que ces livres sont épiques, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté comme dans Throne of Glass, comme dans ACOTAR, où tu sens que il va se passer plein de trucs, qu'il y a plein de questionnements, qu'il y a des histoires de dieux, qu'il y a des histoires de royaumes, que les royaumes ont leur histoire, etc. Enfin, vraiment, c'est super riche, en fait. Et en vrai,
Moi qui suis par exemple très nostalgique de ma lecture de Throne of Glass et de ACOTAR, parce que justement ce sont des séries que j'ai adorées, hein. Enfin vraiment ça fait partie de mes séries préférées, enfin Throne of Glass je trouve que c'est une série en termes de romantasy, je pense qu'on peut pas faire mieux quoi. Et du coup j'ai toujours cette nostalgie en fait de est-ce qu'un jour j'arriverai à trouver quelque chose d'aussi bien et tout, et je trouve que malgré le fait qu'il y a un côté entre guillemets un peu plagiat et tout, c'est vraiment une très très bonne série. Et donc moi je lui ai mis 5 sur 5 parce que j'adore l'ambiance, j'adore les personnages. Alors oui, il y a un côté, on a l'impression que c'est une fanfiction, entre guillemets. Mais franchement, je m'en fous, parce que je suis trop à fond, que j'ai trop envie de voir comment tout va se dérouler, comment tout va se dénouer, et que du coup, je ne peux que vous la conseiller. Si vous êtes comme moi, vraiment fan du travail de Sarah J. Maas, un peu moins de ce qu'elle raconte, mais de son travail, en tout cas, c'est le cas, n'hésitez pas, parce que vraiment, je pense que vous pourrez trouver dans Les Héritiers d'Ungardia des choses qui vont vous plaire. Voilà. Le livre suivant, du coup, je l'ai lu en audio, il s'agit du Pacte des Roses de Sacha Peyton Smith. Donc dans cette histoire, on va suivre Ivy, qui est donc une jeune fille qui vit dans un royaume un peu particulier où il y a une reine qui est plus ou moins, comme si vous imaginiez Elisabeth Ier, vous voyez, qui s'installe et qui règne à jamais, parce qu'en fait c'est une fae, enfin c'est une créature, on va dire, je sais plus trop ce que c'est, je crois que c'est une fae. Et si vous voulez, à chaque fois que les jeunes filles sont présentées à la cour, elles vont faire don d'une partie d'elles, donc peu importe ce que c'est, ça peut être un bout d'oreille, un bout de doigt, l'odorat, le goût, un souvenir, enfin bon, bref. Et en contrepartie, la reine va leur accorder une espèce de don divin, qui peut être, elles vont être plus jolies, elles vont bien chanter, enfin voilà, ce genre de conneries quoi. Et donc Ivy finalement c'est son année pour être présentée, et elle se dit mais moi je veux que ma sœur aille mieux, parce qu'en fait la sœur a passé un pacte avec la reine qui visiblement c'est pas hyper bien fini. Il y a une histoire aussi où elle est partie, apparemment elle aurait disparu pendant un temps, on savait pas trop où elle était, donc forcément ça fait scandale parce que le royaume est un peu dans un, vous voyez, dans un côté un peu régence, donc il y a aussi un peu ce côté avec ses lois un petit peu formelles et puis ces règles de séduction auxquelles on peut pas échapper. Donc voilà, donc ça c'est un peu le décor dans lequel on est. Donc Ivy elle va vouloir venir enfin voilà, faire ça quoi, sauf que la reine elle va lui dire bah c'est mort. Et elle va trouver finalement sa rédemption dans le fait de pouvoir potentiellement épouser le fils de la reine qui lui a décidé cette année qu'il allait se marier, et a priori en étant mariée à lui, elle pense pouvoir aider sa sœur et redorer un peu le blason de sa famille qui est finalement tombé complètement dans l'opprobre depuis que sa sœur a fait cette espèce d'escapade un peu chelou. Donc voilà, ça c'est l'histoire. En vrai, c'était mignon. C'était pas ouf. Je vous dirais pas que c'est genre le livre, vous allez vous en souvenir. Même là, vous voyez, je m'en souvenais au fur et à mesure que je vous racontais l'histoire. Je me disais, ah oui, c'est vrai qu'il y a ça et tout. Il y a un espèce de triangle amoureux qui est pas ultra bien réussi, je trouve, mais pourquoi pas. Ça a un petit côté la sélection, parce que ce qui va se passer, c'est que je crois que c'est 12 nénettes, en fait, qui vont essayer de devenir la femme du roi, et en fait, la reine va leur faire une espèce d'épreuve, et les épreuves, c'est genre en mode Hunger Games ultra trash. Donc c'est quand même assez addictif, il y a ce côté, vous voyez, un peu tournoi, il y a ce côté un peu relation amoureuse, parce qu'en même temps Ivy, elle est motivée par un dessein qui est hyper altruiste finalement, puisqu'elle est là pour sauver sa sœur, donc elle peut pas non plus se laisser trop diverger de la trajectoire qu'elle a décidée donc par rapport à ce tournoi-là. Donc c'est assez intéressant, je trouve qu'il y a plein de bons éléments. Après, la plume est pas extraordinaire, ça se lit très très vite. Ça a vraiment un côté la sélection, si vous l'avez vu quand vous étiez ado ou jeune. Hein. C'est un peu ce côté-là, c'est-à-dire c'est le livre vite consommé, l'histoire est pas mal, la fin était pas mal. À voir un petit peu ce que ça va donner par la suite. C'est pas une série qui restera dans les mémoires à jamais, mais c'était sympathique et puis ça fait du bien aussi, des petites lectures un peu légères comme ça, donc je vous le conseille quand même. Ensuite, j'ai lu celui-ci, Kiss of Iron de Claire Sager, que j'avais acheté du coup parce que vraiment j'étais tombée complètement amoureuse de la quatrième de couverture, enfin du livre en fait, et que franchement je m'étais même pas du tout intéressée à savoir de quoi ça parlait. Voilà, c'était la minute superficielle. Et je lui ai mis 4,5 sur 5, et franchement j'aurais pu lui mettre 5, parce que pour le coup c'est un livre que j'ai adoré. Je vous dirais que comme ça, quand on voit le livre de premier abord et quand on en lit la bonne première partie, on va dire, la bonne première moitié, on se dit bon bah voilà, une petite romantasy de plus, ça casse pas trois pattes et tout, et au final je trouve que là où l'autrice s'est vraiment démarquée, c'est sur son traitement des personnages et le traitement finalement des traumas des personnages dans ce livre que j'ai trouvé
extrêmement bien fait, que j'ai trouvé mais traité avec une sensibilité qui était vraiment très fine et qui était très juste, et franchement j'ai énormément aimé ma lecture grâce à ça. Du coup, dans cette histoire, on va suivre Kat, qui est donc une noble qui a épousé un noble, un petit peu, voilà, c'est un peu la même chose que dans le livre, là, le Pacte des Roses, c'est que c'est un peu cette espèce de régence avec des faées, donc vous voyez, il y a un petit peu un truc un peu fantastique, etc. Et donc en fait c'est pareil, elle fait partie finalement d'un royaume où il y a une reine qui veut se marier là pour le coup, et donc il va y avoir des délégations de faées et d'autres royaumes qui vont venir à la cour pour offrir finalement leurs plus beaux prétendants, et puis elle va devoir un peu faire sa sélection. Et finalement, Kat, en fait, elle va se retrouver dans une histoire un peu malgré elle, puisque elle est complètement désœuvrée, puisque son mari, qui est un con fini, l'a plus ou moins abandonné pour aller sauter la moitié de l'Europe, et donc l'a laissée pour se débrouiller toute seule avec le domaine et croupir sous les dettes. Donc du coup, Kat, au lieu de se dire en fait je suis une pauvre petite noble trompée, etc., elle va décider de devenir un bandit de grand chemin. Ça c'était trop cool, moi j'avais trouvé, j'étais là mais what, mais comment ça et tout. Tout ce que je vous dis là c'est écrit dans la couverture, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a pas de spoiler. Et donc, Kat, elle va commencer à essayer vraiment de s'en sortir. C'est vraiment le personnage qui est en train de se dire « Non mais moi, je ne vais pas me laisser, en fait, vaincre par mes événements, en fait, par mes circonstances. Je vais m'en sortir, en fait. » Et ça, j'ai trouvé que c'était génial chez ce personnage, parce que vraiment, elle est mais ultra forte. Et donc elle va essayer de s'en sortir, etc. Et finalement elle va être rappelée à la cour, et on va lui dire, en fait l'espèce d'espion de la cour, le maître espion, va lui dire, écoute, nous on n'est pas trop au clair sur la délégation de failles qui vient d'arriver, tu vas les espionner, tu vas nous dire si c'est bien ou pas que la reine épouse leur prétendant, quoi. Parce qu'il faut que ça soit une nana, parce qu'il faut qu'elle le séduise, machin, nanana. Enfin bon bref, je vous passe les détails. J'ai trop aimé. Franchement, c'était pas une intrigue qui cassait trois pattes, parce qu'on sent bien que le livre, il est pas basé sur ça. Je pense que dans les tomes prochains, il y a peut-être une chance pour nous que l'intrigue se développe vraiment, mais sur ce tome-là, c'était pas le sujet. Le sujet, c'était Kat et Bastien, qui est donc le garçon, enfin l'homme que Kat doit séduire. Et c'est vraiment sur leurs relations, leurs intentions à chacun. Il y a beaucoup de plot twists, il y a beaucoup de retournements de situation. Moi, il y avait plein de trucs que j'avais pas du tout vu venir. Il y avait des trucs qui se voyaient, mais pour autant, vous allez voir, l'autrice, ça va vous faire genre « Oups, finalement, tu pensais que t'avais compris, en fait, t'as rien compris. » Donc franchement, c'était vraiment très bien fait. Donc moi, même si l'intrigue est pas ultra développée, le peu qu'on m'en a donné, j'étais conquise. Et comme je vous dis, Kat a tout un passé hyper traumatique qui est extrêmement bien abordé, et il y a vraiment un moment autour de la peur, on va dire un peu de la cicatrice émotionnelle liée comme ça à un événement traumatique, que je trouve était extrêmement bien fait. Et ça, je trouve que vraiment, l'autrice, on peut la souligner pour ça, parce que vraiment, c'était prenant. Enfin, moi, j'en avais les larmes aux yeux et tout, et j'étais là avec la pauvre Kat, et je me disais, mais waouh, la pauvre et tout ce qui lui arrive. Enfin, franchement, la Kat, elle est strong, parce que elle s'en prend plein les dents, quoi. Et donc, non, vraiment, c'était bien. Il faut passer la longueur du début, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, le début va très vite, et puis à un petit moment donné, à l'arrivée de la cour pour Kat, ça prend son temps. Et là, moi, au début, j'ai commencé à me dire, bon, franchement, ce livre, il me casse pas trois pattes, je me fais un peu chier et tout. Et après, quand on a passé ce petit moment un petit peu longué qui permet de mettre en place notamment Bastien, ça déroule et tout. Alors, il y a plein de gens qui ont dit « Ouais, c'est ultra smutty pour rien et tout ». Alors, désolé, alors peut-être que je lis des trucs ultra smutty, donc je m'en rends pas forcément compte. Moi, personnellement, ça m'a pas du tout choqué. Enfin, comparativement à ce que je lis, oui, ils ont des scènes l'un avec l'autre, mais enfin, je veux dire, c'est une histoire de séduction et d'amour, donc en même temps, bon... Je vois pas ce qu'il y a de choquant là-dedans, quoi, et le côté, j'en ai vu certains, mais s'offusquer, mais en mode, oui, non, mais c'était des scènes qui servaient pas l'histoire. Alors là, pour le coup, je suis pas du tout d'accord. J'ai trouvé que, pour le coup, les scènes de séduction et les scènes de sexe, étaient là pour servir l'histoire à proprement parler, puisque l'histoire est à propos de ça. Donc du coup, je ne comprends même pas cet argument. Donc écoutez, voilà, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Sachez que j'ai adoré, j'ai passé un très bon moment, j'ai très hâte de lire la suite qui va sortir normalement fin août, si je me trompe pas, ou début septembre.
et que je me ferai un plaisir. Et franchement, l'objet livre numéro 2, il est d'une beauté, les gars, mais c'est un truc de ouf. Donc non, franchement, je vous le conseille. Bonne petite romantaisie, moi qui cherchais une super romantaisie pour reprendre un peu mon goût à la lecture de romantaisie, bah franchement, entre le Trône de cendre et celui-ci, j'ai bien commencé mon mois. Alors, si vous voulez du smut, là on va s'en parler. Parce que pour le coup, j'ai lu, j'ai écouté en audio Not in Love de Ellie Hazelwood, qui est donc un des livres qu'elle avait sorti il y a 2 ans, je crois que c'était en 2023, et que j'avais pas lu parce que le pitch en fait ne me disait absolument rien. Et puis là quand je l'ai vu en audio, je me suis dit bon franchement en bossant et tout ça passe. Donc je me le suis fait. Donc c'est l'histoire de Ellie et Ro, pardon. Et donc Ellie, elle dans sa vie, elle a une règle qui est très claire, c'est que elle ne couche jamais 2 fois avec le même gars. Donc en fait elle va sur une appli, elle choisit un mec, elle passe sa soirée de délectation et ensuite au revoir, ciao, bonsoir, et je te revois jamais. Donc c'est ce qui va se passer avec Ro, donc elle va le rencontrer sur une appli, elle va vraiment bien matcher et tout machin, sauf que la soirée se passe pas exactement comme prévu, et finalement, l'acte n'arrive pas. Mais Ro, il a vraiment pas une obsession, mais vraiment il a flashé un peu sur Ellie, et lui il se dit mais attends, c'est pas possible, tu me donnes pas une deuxième chance et tout, mais j'aurais trop envie de te revoir et tout. Ellie elle est genre, no way, toi gars, terminé, on s'est vu une fois, plus jamais. Donc ça commence extrêmement fort, et pour autant, c'était très chouette, parce qu'en fait, ce qui va se passer après, c'est que Ellie, elle va aller bosser, elle va se rendre compte que finalement, son entreprise va plus ou moins être rachetée par un espèce de fonds dont Ro est l'un des principaux propriétaires. Et donc, elle va avoir cette situation où elle va se dire, en même temps, je veux rester fidèle à l'entreprise qui m'a donné ma chance et tout, en tant qu'analyste, généticienne, ou je sais plus trop quoi, parce que vous savez que dans Ellie Hazelwood, c'est que des trucs scientifiques, et moi je suis nulle, donc je pourrais pas vous dire ce qu'elle fait. Et à la fois, j'ai envie quand même de développer cette relation avec ce mec-là, qui finalement m'a quand même bien plu, et voilà. Donc elle est un petit peu entre le marteau et l'enclume, dirons-nous. Mais ils arrivent quand même à développer finalement cette relation-là qui va être basée strictement sur leur attirance physique. Il y a beaucoup trop de sexe. Enfin, franchement, même pour moi, comme je vous disais, ah ouais, Kiss of Iron, les gens s'offusent, puis après ils vous disent que le dernier Ellie Hazelwood, Not in Love, il est incroyable. Donc, franchement, je me questionne un peu. Là, pour le coup, même pour moi, j'étais genre, bon, les gars, on a compris, quoi. Genre, c'est bon, vous kiffez, ok, mais du coup, si vous voulez, c'est un petit peu ça qui m'a dérangée. Je pense que c'est pour ça que j'ai vraiment enlevé un point, parce que j'aimais beaucoup les 2 personnages. J'ai trouvé que l'intrigue de fond, elle était ultra prévisible. Franchement, si vous la voyez pas venir, c'est que vous avez vraiment... vous étiez trop focus sur la partie attirance physique, parce que vraiment, c'est comme tous les Ellie Hazelwood, on arrive à la fin, on se dit « Oh, comme par hasard !» Oui, bon, d'accord, ok. Donc franchement, on n'est pas là pour ça, mais j'ai trouvé que... Comment dire, ce qui m'a gêné, si vous voulez, dans leur romance, pour moi, c'est pas un livre qui est une romance, c'est un livre qui est une rencontre entre ces 2 personnages et 2 modes de vie qui sont un petit peu différents, et je trouve qu'en ça c'était bien fait, c'est-à-dire que Ellie Hazelwood, elle arrive à nous écrire une histoire où finalement c'est l'attirance physique qui prend toute la place avant même que le moindre sentiment se développe, et je me dis au final il y a plein de relations qui commencent comme ça, donc j'ai trouvé ça très bien fait. Mais j'ai trouvé qu'elle avait quand même eu du mal à vraiment distiller des sentiments dans tout ça, que j'arrive à la fin. Alors oui, peut-être sur les quelques derniers chapitres, on commence à sentir qu'il y a vraiment un attachement profond l'un envers l'autre, mais sur quoi il s'est basé, c'est difficile à dire. Donc j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était toujours du Ellie Hazelwood, on adore les personnages, on s'attache vraiment à eux et tout, et ça c'est génial. Mais voilà, c'était pas mon préféré d'elle. Je pense que j'ai compris ce qu'elle a voulu dire, mais que c'est pas quelque chose qui m'a particulièrement touchée. Voilà. D'ailleurs, pour information, je voulais vous dire que j'ai lu aussi ce mois-ci Problematic Summer Romance, qui est donc le tome 2 de Not in Love, parce que dans Not in Love, on va être introduit à 2 personnages qui s'appellent donc Maya et Connor, qui sont donc Connor, c'est le meilleur ami de Ro, et Maya, c'est la sœur de Ro. On adore. Et ces 2 personnages-là ont, je sais plus, quelque chose comme 13 ou 15 ans d'écart. Et dans Problematic Summer Romance, on va suivre l'histoire de Maya, qui va donc aller assister au mariage de son frère à Taormina, en Italie, en Sicile.
Et évidemment, elle va y avoir Connor. Et en fait, on va se rendre compte au fur et à mesure des événements que Connor et Maya ont noué une relation l'un avec l'autre il y a des années de ça, mais que personne n'est au courant. Et donc le livre va être divisé finalement entre les chapitres qui se passent pendant le mariage et les chapitres qui se passent pour nous raconter la rencontre de Maya et Connor. Et franchement, c'était oufissime. J'ai surkiffé. Alors que Not in Love, j'ai mis 4 sur 5. Lui, coup de cœur. Enfin, vraiment, j'ai adoré. Alors moi, j'ai pas de problème avec les différences d'âge. Hein. Vraiment, ça me pose zéro souci. Et j'ai trouvé que c'était tellement beau, c'était tellement bien fait. C'était un sujet qui revenait en fait, qui revenait comme étant problématique, puisque c'est quand même le nom du livre. Et à la fois, il y avait ce côté où Maya, en fait, elle a pas envie de lâcher, et elle veut comprendre pourquoi Connor l'a plus ou moins viré de sa vie du jour au lendemain et tout. Enfin, c'était super beau. Alors, le cadre de Taormina, donc moi j'y suis allée en Sicile, c'est une ville où je suis vraiment tombée amoureuse parce que vraiment c'était sublimissime. Le fait d'y retourner, j'étais comme une ouf. Vraiment, trop bien. Il est pas encore sorti en français. Pour l'instant, il est traduit qu'en anglais, mais j'avais tellement envie de savoir, parce que quand j'ai appris que c'était les mêmes personnages que Not in Love, il fallait absolument que je le lise. Franchement, dès qu'il sort en français, celui-ci, mais foncez. Enfin, vraiment foncez. Parce que c'est une jolie histoire. C'est une jolie histoire sur deux personnages qui pensent qui ne devraient probablement pas être ensemble et qui vont essayer de lutter un peu contre ça, mais qui en même temps se trouvent bien embêtés parce que ils sont vraiment épris l'un de l'autre. Et là, vous voyez, pour le coup, c'est une belle histoire d'amour. C'est vraiment une histoire d'amour parce qu'on sent vraiment les sentiments se développer et tout. Et je vous la conseille vivement. Si vous ne lisez pas en anglais, dès qu'elle sort en français, Problematic Summer Romance de Ellie Hazelwood, foncez l'acheter. Ensuite, j'ai lu 2 livres d'affilée en audio dont je ne vous parlerai pas, puisque je les garde pour une petite vidéo spéciale. Et vous verrez, ça va être trop cool pour l'instant parce que c'était vraiment des réussites. Donc, j'ai commencé dans ma liste aussi le Requiem des souvenirs de Victor Dixon. Alors, je vous avais raconté un truc la dernière fois, mais je pense que je me suis un peu plantée. Je vous avais dit que c'était le tome 3 de la partie sur l'Amérique, du coup. Mais je suis pas sûre d'avoir très bien compris. Apparemment, ce tome, il se passe finalement avec Jeanne. Donc, c'est pour ça que c'est à nouveau Marie Diblett qui lit. Donc, c'est pour ça que j'étais comme une dingue. Et il se passerait... En fait, apparemment, c'est un livre qui ferait plus ou moins la jonction entre l'Amérique et l'Europe. Mais c'est pas une suite directe de l'Amérique. J'ai pas très bien compris, du coup, comment ça allait se dérouler. Donc, pour l'instant, j'en sais pas plus. Parce que je l'ai à peine commencé et pour l'instant, je l'ai mis en pause parce que, vu mon ressentiment sur les premiers chapitres, ça m'a trop saoulée. En fait, j'adore l'univers que Victor Dixon a créé, mais là, l'intrigue qu'il est en train de dresser... Genre, l'intrigue est arrivée, mais comme un cheveu sur la soupe. Genre, tiens, on a besoin d'écrire une intrigue, bon, on va prendre ce sujet-là, puis on va vous le balancer, quoi. Vraiment, je l'ai ressenti comme ça, donc je me suis dit, oula, c'est pas le moment pour moi de lire ce bouquin, pose-le, on verra plus tard. Donc, pour l'instant, je l'ai mis de côté, mais il est entamé, donc je le lirai au mois de juillet. Ensuite, je vous parle de mon coup de cœur du mois, qui a été Caught Up de Lee Stamford. Donc, c'est pas une grosse surprise, comme vous savez, j'avais déjà lu The Right Move and... non, c'était pas Play Along, c'était quoi? Miles High, voilà, Miles High qui était le premier et The Right Move qui était le deuxième. Et en fait, ça va crescendo, c'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé le premier, j'ai beaucoup aimé le deuxième, j'ai adoré le troisième. Enfin, vraiment, le Caught Up. Alors, c'est pour vous dire, ce livre m'a fait pleurer. Donc, je pleure quand même très rarement dans les bouquins, mais alors celui-là, qu'est-ce que j'ai pu pleurer alors mais pleurer un peu de c'est beau, quoi. C'est une belle histoire. Enfin, du coup, on va parler du coup de Kai et Miller. Donc, Kai, c'est un joueur de baseball qui a découvert sur le pas de sa porte un jour un petit garçon de quelques mois parce qu'en fait, il a eu une aventure sans lendemain avec une nana qui lui a pas dit qu'elle était enceinte et en fait, au bout de 6 mois, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait pas gérer et donc elle lui a rendu son fils en disant « Tu vas t'en occuper, moi, je suis pas faite pour être mère ». Donc, autant vous dire que Kai, il était genre... What? Donc, mais ce qui est génial avec Kai, c'est que tout de suite, en fait, il a décidé que ça serait l'aventure de sa vie et que ça serait son but ultime, c'est d'élever correctement son fils. Donc ça, bon point pour Kai. De toute façon, Kai, comme tous les mecs dans cette série, c'est un méga green flag. Et vraiment, lui, il est... mais c'est un petit chou à la crème, on va dire. Et Miller, de l'autre côté, c'est une jeune chef pâtissière, parce que c'est pareil, là, il y a une age difference, je sais plus combien ils ont de différence, ça doit être 10 ans, un truc comme ça. Je sais plus. Et elle, en fait, c'est une jeune chef pâtissière et c'est la fille finalement de l'entraîneur, du directeur de l'équipe là, de Kai.
Et elle dans sa vie, il y a que la pâtisserie, décrocher des concours, décrocher des prix, des machins et tout, il y a que ça qui fonctionne, sauf que là, elle sait pas pourquoi, elle fait une espèce de burn-out, elle arrive plus à pâtisser. Ce qui est un petit peu problématique. Et finalement, ils vont se rencontrer et elle va se proposer pour garder le fils de Kai pendant l'été, parce que de toute façon, elle fait rien de sa life, et que elle se dit qu'une pause, ça lui ferait pas de mal. Et franchement, mais qu'est-ce que c'était bien. Qu'est-ce que c'était bien. Il faut pas se fier, je dirais, aux 50 premiers pourcents du livre, où on a l'impression que ça va extrêmement vite, que c'est qu'une histoire de cul, on va dire les choses, hein. Que vraiment il y avait un côté, oui, elle est trop belle, oh lui il est trop beau, oh là là, machin, on a tellement envie de se sauter dessus. Bon, au début j'étais là, bon les gars, soit à un moment donné vous sautez dessus, soit pas, mais avancez dans l'histoire, qu'on comprenne un petit peu où est-ce que vous voulez nous emmener. Parce qu'en fait, très très vite, ça va se développer dans complètement autre chose. Et c'était vraiment, vraiment très très bien. J'ai trouvé que c'était une relation qui était ultra saine. J'ai trouvé que vraiment, la crise des 80% n'en était pas une. C'était quelque chose qui était vraiment amené de façon ultra logique, ultra intelligente par rapport à tout ce que les personnages nous avaient donné à comprendre de leur vie et de leurs intentions. Et ça, j'ai trouvé que c'était génial et c'était brillantissime de la part de l'autrice parce que on s'attendrait au truc genre hyper fracassant et tout. Non, en fait, à un moment donné, ils étaient d'accord et les choses arrivent et c'est comme ça. Et c'est triste et c'est des moments qui sont douloureux et tout, mais ça fait que du coup, forcément, la fin n'en est que plus délectable, quoi. Et vraiment, j'ai vraiment adoré ça. J'ai adoré les deux personnages. J'ai trouvé que Kai, il était hot as hell. Et voilà. Donc je pense que j'ai pas grand chose de plus à dire. Le petit chou, là, Max, au milieu de tout ça, pareil, trop cucute. Vraiment, le livre... Franchement, il est parfait pour l'été, celui-là, parce que ça se passe en été. Il y a ce côté un petit peu... un petit peu, vous savez, un petit peu barbecue, les fêtes ensemble, machin, le baseball, de toute façon, c'est ce côté été, etc. Donc vraiment, je vous le conseille si vous l'avez pas lu. Et ça peut se lire de façon indépendante. Je ne vous le conseillerais pas, parce que on retrouve les personnages dans les tomes les uns des autres, donc c'est un peu dommage. Mais tellement bien. Tellement bien. Si vous voulez commencer par celui-ci, allez-y, vous lirez la suite. Après, c'est pas très très grave, mais c'est juste que vous allez vous faire un peu spoiler, quoi. C'est tout. Ensuite, ma seule lecture qui était dans ma liste du mois, c'est Heartless Hunter, le 2 de Kristen Ciccarelli. Donc, comme vous savez, dans cette histoire, on suit une Rune et Gideon. Donc, Rune est une sorcière dans un monde où les sorcières ont été complètement bannies, sont traquées, etc. et tout, qui va plus ou moins se servir et tomber amoureuse d'un chasseur de sorcières qui n'est d'autre que le capitaine de la garde, Gideon, je sais plus comment il s'appelle, et tous les deux vont jouer un jeu de dupes l'un avec l'autre, elle se servant de lui pour sauver plus de sorcières, et lui pensant qu'elle est peut-être de Crimson Moth, donc je sais plus comment il avait traduit en français, qui est donc en fait cette sorcière justement qui aide les autres sorcières à s'enfuir. Franchement, au début du 2, j'étais là, what? Enfin, ils ont fait une ellipse de fou, et il y a plein d'événements qu'on a loupés, donc je me suis dit, c'est quoi cette facilité scénaristique toute pourrie, quoi. Donc j'étais un petit peu déçue, je trouvais qu'aussi, on traînait un petit peu en longueur, que c'était un chouïa répétitif, mais au final, j'ai quand même bien aimé. Il n'y avait pas peut-être, donc, je disais, un world building de folie, parce que c'est clair que c'est une vraie romantasy, dans le sens où c'est d'abord une romance, et que donc ce tome 2 va aussi beaucoup se porter sur leur romance à tous les deux. Après, j'ai trouvé qu'on laissait quand même la place belle à tout ce qui était intrigue politique, parce qu'en vrai, c'est quand même ça, le fond du sujet, c'est un royaume qui est en fait en proie aux difficultés entre ces sorcières, ces humains qui sont finalement plutôt plus si blancs comme neige, parce que ils ont quand même assassiné des hordes et des hordes de sorcières, qu'elles soient innocentes ou pas, pendant des années. Donc, et en fait, c'était quand même intéressant, parce que même si le world building est pas ouf et qu'on n'est pas dans une fantaisie de dingue... vous voyez, à la cité de Letton, on est quand même dans cet univers est quand même important à comprendre, parce que nous, je trouve que dans cette histoire, on est dans un vrai enemies to lovers, parce qu'ils ont vraiment, en fait, chacun des convictions extrêmement fortes, des choses qui
qui les motivent, on va dire, qui les animent et qui font que c'est une contradiction complète dans le fait qu'ils tombent amoureux, quoi. Et donc, le fait que ça soit beaucoup porté sur cette relation, bah, c'est à la fois c'est bien parce que bah, je trouve que c'est cohérent finalement avec ce qu'on vient chercher dans ce livre-là, mais ça peut décevoir certains qui étaient venus plutôt pour le côté vraiment univers de sorcière. C'est pas le sujet. Après, j'ai trouvé que c'était très chouette, j'ai trouvé que vraiment c'est un roman de trahison. On ne sait jamais quand ça va s'arrêter. On ne sait jamais qui va trahir l'autre, de quel côté il est qu'il a basculé, est-ce que non, Et ça, j'ai trouvé ça génial, parce que du coup, ça tient en haleine de ouf. J'ai aimé, j'ai mis 4 sur 5. C'est un bon moment, c'est une bonne petite duologie de romantasy. Parfois, c'est chouette aussi d'avoir des univers comme ça, qui sont vite ouverts, vite fermés. Ça vaut pas Une fenêtre sur les ténèbres, qui est une duologie qui est pour moi, ou Divine Rivals, qui sont vraiment bien au-dessus. Mais voilà, c'était un bon moment de lecture si vous cherchez comme ça une petite romantasy sympa, qui va se lire vite, qui va s'apprécier avec quand même ce petit aspect un peu régence, etc. Un peu bal, un peu gothique limite. Bah écoutez, je pense quand même qu'Artless Hunter est une bonne lecture pour vous. J'ai continué Nevernight le tome 3, hein, sachez-le, c'est extrêmement long, donc j'ai pris la décision en fait de lire un chapitre par jour, parce que malheureusement, je trouve quand même que ce livre tend en longueur, et en longueur, et en longueur, et que, bien que ça soit chouette, parce que c'est malgré tout une famille de personnages qu'on n'a pas envie de quitter, parce qu'on a appris à les aimer, on a appris à les connaître, et que du coup, bah, forcément, ce tome 3 signe la fin de notre relation avec eux, il n'empêche que c'est long. Et donc, j'ai décidé de lire un chapitre par jour, ça me permet comme ça d'avancer dans le livre, tout en n'étant pas trop frustrée. Bon, là, ça fait quelques jours que j'ai sauté parce que je suis dans des lectures de ouf, mais voilà, je pense qu'il va se lire comme ça. Et du coup, je pense pour l'Empire d'Or, dont je vous parlais du coup dans ma palle là, de juillet, je vais faire la même chose. Quand j'aurai fini Nevernight 3, je lirai un chapitre par jour. Ça me permettra d'avancer dans l'histoire, avec ce sentiment un peu de satisfaction d'avoir terminé les séries. Même si voilà, je me vois pas lire le pavé d'un coup parce que franchement ce serait complètement indigeste. Donc voilà, après je trouve pour l'instant quand même que l'écriture est toujours aussi incroyable, que j'adore l'évolution du personnage principal au fur et à mesure des tomes. Je trouve que vraiment ça devient un personnage qui prend maturité, qui prend robustesse en termes de conviction et d'intention dans ses actes, et je trouve que c'est très chouette. Voilà, et puis tous les personnages en couleur qu'on découvre au fur et à mesure, c'est vraiment très cool. Donc je prends plaisir, mais voilà, j'ai trouvé une petite stratégie pour éviter de trop me perdre dans les longueurs de ce livre-là. C'est aussi dans la même veine que je suis toujours en train de lire Onyx Storm de Rebecca Yarros. Alors franchement, ce livre c'est quand même une blague. Je l'ai commencé en lecture en me disant je vais prendre mon temps et tout. Je l'ai continué en audio en me disant non mais quand même il faut que j'avance et tout parce que le truc fait 1000 pages. Enfin, je dis 1000 pages, je sais pas combien il fait, mais peu importe. Et en fait, là, j'en suis revenue à lire en physique, parce que, mine de rien, alors moi j'avais fait le 2 en audio, mais c'était une relecture. Et là, je me rends compte que, mine de rien, à la première lecture en audio, on loupe des trucs, parce qu'il y a quand même beaucoup de batailles, il y a beaucoup de voyages. Là, ils sont vraiment dans une quête dans ce tome 3. Et que, mine de rien, en faisant autre chose, il y a des moments où j'ai l'impression d'avoir loupé des trucs. Donc du coup, là, je vais le finir j'en ai lu 60%, je pense. Je vais le finir en physique, je vais y arriver, donc... Et puis, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Pour l'instant, j'aime beaucoup, mais je vous dirais qu'il se passe pas grand-chose, quoi. Enfin, j'ai lu comme 60% du bouquin, et je trouve que sur l'intrigue de fond sur laquelle on nous a laissé à la fin du tome 2, ça patauge un peu dans la seconde. Donc je vais voir si, encore une fois, les 40 derniers poussants sont absolument incroyables et dingues et tout. Parce qu'elle a quand même cette tendance-là à nous faire 5-6 derniers chapitres complètement où le cerveau fait... Donc on verra si ça fait ça, mais bon, pour l'instant, j'apprécie ma lecture. Alors peut-être que c'est parce que j'ai fait un espèce de switch chelou aussi, mais c'est pas ma lecture du mois, quoi. C'est un peu dommage. Et le dernier dont je voulais vous parler, c'est cette fin de série que j'ai fait. Donc il y aura quand même eu pas mal de romances et de romantasy ce mois-ci, comparativement au mois dernier où j'ai quand même eu du mal. J'ai lu Hopeless, du coup, de Elsie Silver, qui est donc le dernier tome dans la saga Chestnut Spring. Et ça se sent, parce que du coup c'est un livre qui était très court. Enfin moi j'ai trouvé que vraiment c'était très très vite
comment dire, c'est pas bâclé, mais c'est vite fini, quoi. C'est vite ouvert, c'est vite fini. Donc là, on va suivre l'histoire de Beau, qui est donc le dernier frère là, de la fratrie Eaton. Chose de ça. Beau Eaton, je vais dire Dutton, à force de regarder Yellowstone, je suis complètement perdue. Donc c'est Beau Eaton, donc lui c'est un ancien militaire, mais des forces spéciales canadiennes, et donc du coup c'est du genre mission undercover, blabla. Là il a eu un problème, donc il est revenu, il a arrêté du coup son métier de force spéciale et il ne retournera pas, a priori. Donc voilà, il est, on va dire qu'il fait un peu un PTSD, il est un peu dans ses traumas, machin et tout. Et en face, on a une jeune femme qui s'appelle comment? Je ne me souviens plus, Bailey, qui est un peu la rejetée du village, vous voyez, le vilain petit canard du village, parce que finalement, ses frères et son père sont des ratés et des cassos comme pas possible, genre trafic de drogue, passage en prison, tout ce que tu veux, quoi. Et Bailey, bah, c'est la seule de la famille qui essaye un peu de s'en sortir, donc du coup elle a pris un poste de barman, elle économise pour devenir ostéopathe je crois, ou kiné, je sais plus, et voilà, elle fait ce qu'elle peut pour s'en sortir, mais tout le monde pense que c'est une grosse ratée, enfin, c'est-à-dire que dès qu'elle passe dans la rue, c'est limite si on lui crache pas dessus, quoi. Donc vraiment, c'est assez perturbant cette histoire. Alors, méga age difference, c'était le mois des différences d'âge, hein. Je crois que c'est le 3e ou 4e livre que j'ai lu comme ça. Bon, voilà. Mais ça me dérange toujours pas, comme vous pouvez le constater. C'était super mignon, en fait c'était hyper touchant. Moi je lui ai mis 4 sur 5 à ce livre. Je pense que si je devais lire que la partie sur Beau et Bailey, j'aurais mis peut-être 3,5 parce que pour moi c'était un peu court. C'était un peu... pas facile, mais il y avait beaucoup d'ellipses où on comprenait que 2 semaines, 3 semaines s'étaient passées et tout, mais du coup on nous développait pas grand chose. Et c'était bien parce que ça faisait avancer l'histoire là où on voulait, mais... c'était, voilà, ça allait un petit peu vite, on va dire, à mon goût, même si c'était très mignon, parce que bah, lui, forcément, il a ce côté très protecteur envers elle, etc. et tout. Elle, cette nana qui a envie d'être protégée, mais à la fois de s'en sortir toute seule, donc il y a un petit peu toutes ces contradictions-là. Après, il y avait tout un sujet, je suis obligée de vous le dire, parce que pour moi, c'est quand même un trigger warning, il y avait tout un sujet autour de la, entre guillemets, virginité de Bailey, qui, moi, c'est le genre de truc, pour le coup, qui me gonfle, le côté ah, mais moi, j'ai jamais eu d'expérience, machin. C'est vraiment, ça me gaffe. Enfin, surtout que dans ce livre-là, il y avait beaucoup trop de sexe, quoi. Donc j'avais envie de dire, bon, bah, voilà. En tout cas, on en parlait constamment. Donc, du coup, c'était... Je sais pas si c'était un élément qui était vraiment hyper pertinent. Après, voilà, ce qui était cool, par contre, c'est que ça renoue un peu tout. À la fin, il nous a fait un petit peu un épilogue, si vous voulez, sur tous les autres frères, sur la famille au complet, etc. et tout. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt mignon, et c'est pour ça que je lui ai mis 4 sur 5, parce que, voilà, c'est une belle conclusion à l'histoire. C'est vrai que bah, les personnages de Chestnut Spring, je pense qu'on pourrait passer encore 5 tomes de plus avec eux, ça nous poserait mais aucun problème. Mais voilà, là, c'était bien de mettre un point final quand même, et je pense que mon préféré restera du coup le tome 4 entre Winter et Théo, qui est vraiment mon préféré de la série. Et si je devais les classer, ça serait du coup le tome 4, le tome 1 ou 2, l'un des deux, parce que j'ai vraiment... peut-être le tome 2 quand même, que j'ai vraiment aimé. On va dire tome 4, tome 2, tome 1, tome 5 et tome 3, qui, comme vous le savez, j'ai pas du tout apprécié. Donc voilà, vous ferez votre propre avis et vous me direz si on a le même du coup en commun en first position, ou quel est votre préféré de la série, ça m'intéresse. Et écoutez, voilà, c'est tout, c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. J'ai pas mal de livres en cours, je vous cache pas que j'ai commencé, alors attendez, dans ma liste que j'avais prévue, du coup j'ai quand même L'Âge d'Or, qui est donc la BD que j'avais sélectionnée, j'en suis à la moitié. Je suis pas méga conquise, mais bon, écoutez, je vais le finir, et comme ça au moins il sera lu. Donc ça va me prendre une grosseur, mais il faut juste que je trouve le temps. Donc j'ai Vampiria du coup que j'ai commencé, j'ai Harlem Quartet que j'ai DNF, j'ai lu Heartless Hunter, je suis en cours sur Nevernight, et j'ai toujours Terre brisée où j'ai lu 10 pages. Donc voilà, je suis un peu déçue parce que je voulais absolument lire La papeterie de Tsubaki, mais franchement, j'ai pas du tout le temps ce mois-ci de le caler. J'étais vraiment à fond dans des lectures hyper prenantes et tout, j'avais envie de ça. Donc on verra, peut-être dans les mois prochains, je le recalerai. Donc voilà, c'est tout pour moi pour ce mois-ci. Dites-moi quelle a été votre meilleure lecture du mois de juin, ça m'intéresse. Là, je trouve que quand même,
Cet été, on pourrait croire que les sorties se calment, mais pas du tout. Genre au début du mois de juillet, moi, il y a 10 000 trucs que je veux acheter parce qu'il y a le BK Borison, Robinson, je sais jamais comment elle s'appelle, la pauvre là, le First Time Caller dont je vous ai parlé. Il y a la suite de Un Royaume si maudit, je suis comme une dingue. Il y a encore la suite, là, il y a Heat of the Everflame, qui est donc le tome 3 là, de Pen Cool, où je suis genre, oh, il me le faut. Donc vraiment, il y a plein de suites, il y a plein de trucs qui sortent, donc je pense que ce mois de juillet et août, il va falloir que je fasse attention à mes finances. Voilà. Bon, mais écoutez, je vous souhaite de passer comme toujours de merveilleuses lectures cette semaine. N'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire, ça me fera super plaisir. J'adore vous lire et ça me motive tellement si vous saviez. D'ailleurs, merci à tous ceux qui m'en mettent à chaque fois. Je vous fais des bisous parce que c'est vraiment trop cool de votre part et ça me fait toujours mais tellement chaud au cœur. Donc merci, merci. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye!